Bonjour à tous, vous suivez Instant Vérité dans Matin Bonheur. Alors, fini les élections locales couplées avec les derniers scrutins tenus le dimanche 16 décembre 2018. Bientôt, tous les élus locaux, conseillers municipaux et régionaux seront connus. Mais le tout, mesdames et messieurs, ce n'est pas de remporter les élections. Une autre bataille commence, c'est celle qui consiste à relever les défis du développement local. Alors, des experts en la matière ont mené des études afin de dresser les profils des élus locaux et des collectivités territoriales émergentes d'ici à 2020. Pourquoi ces études? Pour quels résultats ces études peuvent-elles servir à quelque chose? Alors, quels sont les défis qui attendent les élus locaux à l'épreuve du terrain? Des questions que nous trouvons nécessaires de poser à notre expert en développement local au moment où les maires et conseillers régionaux débutent leur mandat pour les 5 prochaines années. Alors, bonjour, Monsieur Paul-Édouard Amichia. Vous êtes consultant en développement local. Merci d'être venu à Instant Vérité apporter votre contribution à cette question importante qu'est le développement local. Alors, Monsieur Paul-Édouard Amichia, de quel constat est partie cette étude sur les collectivités territoriales? Merci. Il faut d'abord rappeler que les collectivités territoriales sont des démembrements de l'État. Et à travers la décentralisation, l'État leur confère certaines compétences afin de toucher au mieux les populations. Alors, il est important de voir si ces collectivités sont en mesure de remplir les responsabilités confiées par l'État et comment elles associent les populations au développement local. Alors, donc, c'était juste, comme vous avez dit, c'était pour étudier comment ces collectivités territoriales-là accompagnent l'action du gouvernement. Et voilà. Qu'est-ce qu'il faut pour améliorer leur travail. Oui. D'accord. Alors, donc, quel est l'état des lieux en ce qui concerne le développement des communes en Côte d'Ivoire, des communes et régions? Quand vous, avant de faire cette étude, enfin, je veux dire, en faisant l'étude, qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain? Quels sont, je vais dire, les états que vous avez trouvés? D'accord, c'est un vaste chantier. La décentralisation est un vaste chantier. La Côte d'Ivoire vise l'émergence en 2020. Il était important de voir quelle pouvait être la contribution des collectivités pour accompagner l'État et le gouvernement vers cet objectif. Alors, on se rend compte que beaucoup a été fait, mais beaucoup reste à faire. Alors, de manière simple, un préfet est formé pour l'administration, pour exercer. Un maire est élu, soit parce qu'il est populaire dans sa localité, soit parce qu'il est envoyé par son parti. Il est important aujourd'hui qu'il soit formé et qu'il puisse être en mesure d'exercer ces compétences-là. Et on s'est rendu compte que les besoins en renforcement de capacité sont importants. D'accord. Alors, les besoins en renforcement de capacité sont importants. En fait, la question que j'ai posée, c'est de savoir l'état des lieux. C'est-à-dire aujourd'hui, comment, si vous voulez, comment fonctionnent les mairies et les conseils régionaux en Côte d'Ivoire? Oui. Comment fonctionnent ces structures-là? D'accord. Par rapport aux missions qui leur sont confiées, on se rend compte que les populations participent assez peu au développement local. On se rend compte aussi que les résultats attendus ne sont pas tous au rendez-vous. Au niveau social, les collectivités font beaucoup. On construit des écoles, on construit des centres de santé, on reprofile des pistes, mais il faut aller au-delà. Il y a à la fois le volet développement économique. Les collectivités ont un rôle important à jouer en matière de développement économique. Et c'est là qu'il faut pouvoir améliorer. Les collectivités ont un rôle important en matière d'environnement. Et là aussi, c'est un défi à relever par les collectivités. D'accord. Alors, de façon générale, quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontées les communes et régions de Côte d'Ivoire? Alors, si vous écoutez les communes et régions, elles vous diront on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens. C'est vrai que les moyens ne suivent pas. Et une étude a été faite à la demande des collectivités. Et on s'est rendu compte que moins de 20% des ressources qui devaient être transférées aux collectivités le sont réellement.
Et la nouvelle constitution règle ce problème-là. Elle dit qu'il faut que le transfert des ressources financières soit concomitante au transfert des compétences. Et si cette nouvelle constitution est appliquée, le problème financier devrait être réglé. Alors, si la nouvelle constitution est appliquée, le problème financier sera réglé. Mais si cette constitution-là n'est pas appliquée, le problème financier ne sera pas réglé. Alors, parlons justement de finances. Oui. Alors, comment les mairies et les régions, je vais dire, fonctionnent en termes de finances? Comment les mairies se financent elles-mêmes? C'est à partir de quoi? Des impôts, des taxes et tout ça? Qu'est-ce qui fait le financement des communes? Oui, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Quand on prend les régions, elles sont à 95-98% dépendantes des subventions de l'État. Vous avez par contre certaines communes, notamment les communes d'Abidjan, qui ont des fonds propres importants parce que basés sur l'impôt foncier. Alors, vous prenez une commune comme le Plateau, où tout est déjà construit. Le Plateau a un budget très important parce qu'il reçoit une partie des impôts fonciers du Plateau. Alors, la question beaucoup plus simple. Combien, c'est-à-dire le budget par exemple du Plateau ou bien le budget de la commune de Zonguien ou bien je ne sais pas, de tout le Pleu. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples beaucoup plus précis pour que les uns et les autres voient de quoi il s'agit réellement? Je pense que vous devez avoir peut-être le tiers des communes qui ont des budgets de moins de 100 millions. Par contre, les communes d'Abidjan ont des budgets de plusieurs milliards. D'accord. Alors, dans votre étude, c'est que sûrement, peut-être que les élus locaux en ont parlé. Est-ce qu'à un moment donné, les élus locaux vous ont signifié que les moyens souvent ne suivent pas? Parce qu'il y a la pression de la tutelle, il y a aussi le manque de décentralisation financière et tout ça. Est-ce que ces problèmes-là ne sont pas réels dans ces communes-là, communes et régions? Oui, c'est un problème qui est récurrent. Mais l'État dit aussi aux communes et aux régions il faut augmenter votre part de fonds propres dans votre budget. Et là, il y a deux éléments. Il y a la fiscalité. Il faut aujourd'hui qu'on change la fiscalité actuelle pour donner plus de pouvoir dans ce sens aux collectivités et notamment aux régions. Je donne un exemple tout à fait simple. Quelqu'un qui a un studio à Bobo, aujourd'hui paye un impôt foncier et une partie de cet impôt foncier revient à la mairie, à la commune. Quelqu'un qui aujourd'hui a 20 hectares d'EVA ou d'anacarde ne paye pas d'impôt foncier rural qui pourrait permettre à la région d'avoir des fonds propres. Alors il faut pouvoir réviser la fiscalité, il faut pouvoir instituer, et c'est une des propositions qui ont été faites, un impôt foncier rural. Il faut pouvoir aussi faire en sorte que la richesse créée sur un territoire rapporte des ressources à ce territoire-là. Alors, dans votre étude, vous avez dressé, on va parler de ce point-là qui est vraiment très important. Dans votre étude, vous avez dressé le profil de l'élu local émergent et de la collectivité territoriale émergente. Alors, est-ce qu'on peut savoir les caractéristiques de l'élu local émergent et de la collectivité territoriale émergente? On veut bien savoir. C'est quoi? Je veux dire, c'est actuellement au stade de proposition, mais tout simplement, c'est de dire qu'il faut que les collectivités soient à l'image de ce qui se fait au niveau central. Au niveau central, il y a une gestion qui est basée sur la performance. Et il faut que la gestion des collectivités soit basée sur la performance. Il faut qu'ils aient des objectifs bien précis et qu'ils soient évalués sur l'atteinte de ces objectifs-là. Alors, un élu local émergent, comment on le distingue? Comment on sait que ce maire-là, le maire des Zonguien, le maire de Niamini, je ne sais pas, ou bien de tout le Pleu, est un élu local émergent? C'est la question. Oh, juste quelques traits. Il faut qu'il soit proche de sa population. D'accord. Il faut qu'il soit un ambassadeur de son territoire et de la culture de son territoire. J'aimerais bien qu'un président de région
de l'Ouest s'habillent de manière traditionnelle et qu'on sache, quand on a une réunion des présidents de région, de par leur habillement, d'où ils viennent. Il faut qu'ils puissent mettre en valeur la culture de la région. Et il faut surtout qu'ils soient proches de leur population. Alors, dans votre étude également, vous avez abordé la question de la formation des élus. Est-ce vraiment nécessaire de former les élus, puisque c'est un service bénévole, c'est eux-mêmes qui choisissent de se faire élire, enfin de se présenter, hein, je vais dire, à la municipalité. Voilà, ce sont eux-mêmes qui décident. Est-ce que c'est nécessaire encore de les former? Vous avez parlé de la formation des élus locaux. J'ai dit déjà qu'il agit en délégation de pouvoir de l'État. Alors, il faut qu'il soit déjà en mesure de répondre à ses responsabilités. Et dans le profil, on dit qu'il faut qu'il soit un manager. Il faut qu'il soit formé comme un manager pour pouvoir gérer sa... Alors, qui les forme? Qui forment ces élus locaux-là? Ce sont eux-mêmes qui choisissent leurs formateurs ou bien le gouvernement va mettre en place, peut-être que dans vos propositions, un système qui va permettre de les former? Comment ça va se faire concrètement? C'est de la responsabilité de la tutelle des collectivités qui est exercée par le ministère de l'Intérieur et de manière plus précise par la Direction générale de la décentralisation et du développement local. Il y a des programmes d'accompagnement pour les collectivités, mais il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà. Il faut parler de quoi? Au-delà, c'est quoi? Dites-nous les choses telles qu'elles sont. Oui. Vous avez mené une étude, oui. Il faut aller au-delà de la formation, mais c'est quoi exactement? Dites-nous. D'accord. Il y a un centre de formation des acteurs locaux qui est en projet. Il faut pouvoir accélérer les démarches pour qu'ils se mettent en place rapidement. Alors, nous avons posé des questions aux populations et on leur a demandé de savoir mais pourquoi le développement des mairies, des conseils régionaux, pourquoi ce développement-là, il est lent, il n'est pas à un rythme assez vraiment évolué. Alors, ils ont tous indexé la mauvaise gouvernance. Est-ce que dans votre étude que vous avez menée, est-ce que ce fait-là est revenu? Est-ce que la mauvaise gouvernance n'est pas un fait qui freine en fait le développement des communes et régions en Côte d'Ivoire? Non, je veux dire, les problèmes de gouvernance, c'est à tous les niveaux. C'est au niveau des entreprises, c'est au niveau local, c'est au niveau central. Et on sait tous que cette bonne gouvernance doit être améliorée à tous les niveaux. Mais il est surtout important aussi de communiquer. Et les collectivités ne communiquent pas assez sur leurs actions seulement en période de campagne. Il faut pouvoir communiquer et partager pendant tout leur mandat. Alors, communiquer et partager pendant tout leur mandat, c'est quoi? Est-ce que le maire doit organiser des réunions pour rendre compte à ses administrés? Est-ce que c'est cela? Il doit d'abord organiser sa population sur le territoire. Dans une commune, il doit mettre en place des comités de gestion de quartier. Au sein des comités de gestion de quartier, organiser les jeunes, organiser les femmes, les associer, les écouter de manière régulière. Et ça se fait rarement. D'accord. Ça se fait rarement oui. En Côte d'Ivoire. Alors, est-ce qu'au-delà de cette difficulté-là, il n'y a pas, vous l'avez dit tout à l'heure, je reviens là-dessus parce que c'est assez important, c'est récurrent dans les préoccupations posées par les uns et les autres. Est-ce qu'il n'y a pas le facteur de la décentralisation? Quelles sont, si vous voulez, les implications de la décentralisation dans l'atteinte de l'émergence en 2020? Oui, je dis, pour être terre à terre, je vais faire le parallèle avec une famille. Un père de famille qui, jusqu'à présent, jusqu'à il n'y a pas longtemps, avait les prérogatives de chef de famille, peut décider de tout faire lui-même. C'est lui qui gère le budget, c'est lui qui prend l'argent du marché, c'est lui qui fait les courses. S'il y a quelqu'un qui est malade, on l'attend pour régler ça. À un moment donné, il se rend compte que ce n'est pas efficace. Alors il se dit, bon, je vais confier certaines responsabilités à mon épouse. C'est un peu ça, la décentralisation. On dit, pour la popote, tu peux mieux faire que moi. Pour acheter des habits des enfants, tu peux mieux faire que moi. Voilà. Alors, c'est nécessaire. Alors, c'est nécessaire, mais est-ce que c'est effectif en Côte d'Ivoire? Est-ce que la décentralisation est réelle? La décentralisation, c'est un processus. Voilà. Il avance très lentement. Et on peut le comprendre. On est sorti d'une crise très importante. Et en sortie de crise, l'État peut dire qu'il faut d'abord renforcer le pouvoir de l'État avant de décentraliser. On estime que ces 10 ans ont permis de renforcer le
pouvoir de l'État, il faut maintenant écouter les populations. D'accord. Il faut écouter les populations. Alors, vu que les objectifs pertinents de votre étude, c'est vraiment d'atteindre l'émergence en 2020, alors, quels sont les nouveaux défis qui attendent les élus locaux à l'épreuve du terrain? Il y a deux grands défis. Il y a le défi de la lutte contre la pauvreté, qui passe par l'emploi. Hein, c'est le développement local qui crée l'emploi, et c'est l'emploi qui permet de lutter contre la pauvreté. Voilà. Mais le grand défi déjà, c'est de pouvoir planifier ce développement local. Et très peu de collectivités en Côte d'Ivoire ont un plan local de développement. Et je trouve ça triste. Et cela est dû à quoi? Pourquoi ces collectivités-là n'ont pas de plan local de développement? Cela est dû à quoi? Je ne sais pas. Bon, Il doit y avoir des raisons. D'abord, il faut le rendre obligatoire. Et ça dépend de l'État. Vous allez au Bénin, vous allez au Burkina, vous allez au Mali. Toutes les collectivités, de manière systématique, ont un plan de développement. Alors, il faut le rendre obligatoire et il faut accompagner les collectivités pour pouvoir le mettre en œuvre. D'accord. Alors, une question très directe avant de terminer. Pensez-vous que votre étude peut changer grand-chose dans le développement local en Côte d'Ivoire? Ce n'est pas mon étude, j'ai été commis pour faire... Oui, c'est vrai, mais en même temps, quand vous avez mené l'étude, est-ce que vous pensez que cette étude-là peut être utilisée pour pouvoir changer quelque chose dans le développement local? Tout est question de volonté politique. Il ne peut pas y avoir de décentralisation sans volonté politique. Volonté politique de celui qui délègue les pouvoirs et volonté politique de celui qui reçoit les pouvoirs de se mettre au service des populations. Donc, l'un dans l'autre, tel le gouvernement doit donner peut-être... doit permettre une certaine volonté d'avancer sur cette question de décentralisation et le développement local aussi. Les mairies doivent aussi se mettre à l'écoute de leur population. Alors, se mettre à l'écoute de la population, c'est quoi? Parce que les populations se plaignent qu'on ne les écoute pas. C'est quoi exactement? Il faut d'abord les organiser, les écouter et les responsabiliser. Je veux dire, on peut imaginer que dans une commune, dans chaque quartier, on peut donner un petit budget pour que quand il y a un trou à boucher, on n'ait pas à attendre que ce soit voté et que le comité de quartier puisse le faire et rendre compte à la mairie. D'accord. Alors, votre étude, enfin, les études que vous avez faites, cette étude-là, alors, s'insère dans le PND 2016-2020. Donc, un plan ambitieux qui va permettre à la Côte d'Ivoire d'atteindre l'émergence à l'horizon 2020. Alors, quelle est votre recette pour permettre l'émergence des collectivités territoriales en 2020? Quelle est votre recette, vous, en tant qu'expert en développement? Je l'ai dit. Il faut que les lois qui ont été adoptés soient appliqués. Ça, c'est la première des choses. Et deuxièmement, il faut responsabiliser et évaluer les collectivités. C'est un mandat qui leur est donné. Ce sont des fonds publics qui sont mis à leur disposition. Il faut pouvoir les évaluer sur ça. D'accord. Alors, Paul-Édouard Amichia, merci pour vos réponses et contributions à cette rubrique. Alors, vous êtes consultant en développement local. Vous avez mené une étude relative au diagnostic et à l'évaluation des besoins en renforcement des capacités des collectivités territoriales. Et un rapport provisoire a été rendu en décembre 2017, n'est-ce pas? Et puis, bon, donc, cette étude-là a été demandée par le SNRC, le Secrétariat national pour le renforcement des capacités. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi Instant Vérité, une rubrique simple qui nous permet de comprendre ce qui se passe et d'expliquer les choses au mieux pour que les uns et les autres puissent être situés sur leurs différentes responsabilités. Alors, c'est donc la fin de Instant Vérité. Restez avec Marco et Alix pour la suite du programme.